Merci d'être venu. Donc aujourd'hui, on a notre deuxième séminaire mensuel dans un tout autre style que le premier, pour ceux qui ont pu y assister. Donc ça permet aussi d'aborder la question de la conversion écologique, mais d'un autre point de vue, puisque aujourd'hui nous allons parler low-tech. Donc Florian Vierton, qui est le cofondateur du Low-Tech Bordeaux il y a 3 ans. Peut-être certains d'entre vous connaissent l'association Low-Tech Lab à l'échelle nationale. Et depuis quelques années, il y a tout un tas de low-tech labs qui se montent dans différentes villes, dont Bordeaux il y a 3 ans. Il va se présenter, j'en dis pas plus. Par rapport au séminaire, il y en aura 7 en tout dans l'année. Donc là, c'est le deuxième. Le prochain, c'est le 9 janvier et ce sera sur une question d'alimentation, c'est le sucre et le cerveau. Ce sera un intervenant qui est chercheur par ailleurs et qui viendra vous parler de comment est-ce que le sucre agit sur le cerveau en bien et en mal. Et il y aura donc après 4 autres conférences sur des thèmes qui restent encore à définir, mais ce sera toujours, ça gravitera toujours autour des transitions dans lesquelles l'école est impliquée, donc chimique, énergétique, alimentation et le métier d'ingénieur. Voilà, c'est bon. Donc, j'en dis pas plus. Et Florian, bienvenue, merci. Juste dernière chose, Florian a fait en sorte de laisser du temps pour des questions à la fin, donc notez toutes les questions que vous avez pour qu'il y ait un débat. C'est plus sympa qu'on puisse se poser les questions tous ensemble plutôt que chacun ait envie d'aller le voir à la fin, même si l'un n'empêche pas l'autre, mais préparez vos questions. Effectivement, bonjour à tous. Donc, Vierton Florian, je suis cofondateur du Low-Tech Bordeaux il y a 3 ans. Et j'ai également une entreprise, l'Atelier L'Autonome, que j'ai créée, qui fait du conseil, de l'acculturation et de la formation en low-tech, ainsi qu'une spécialisation que je suis en train de faire pour de la maîtrise d'œuvre et du conseil sur de l'habitat résilient en intégrant la démarche low-tech. Du coup, avant de démarrer, je dois vous dire que les slides sont quand même condensés. Ce n'est pas forcément ce que vous êtes habitué à voir lors d'interventions, mais apparemment, vous pourrez les visualiser dans le détail par la suite avec le process vidéo. Du coup, pour tout vous dire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que notre modèle de société est en train de foncer dans le mur, totalement. Je pense que vous commencez à l'entendre suffisamment autour de vous, à voir les conséquences un peu de ce qui se passe sur le plan géopolitique, climatique, social, économique. Bon, on est en plein dedans. On est donc une génération pleine de challenges. Et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet sur ce qu'est la low-tech, je vais vous parler en gros synthétiquement, vraiment rapidement des enjeux. Donc sur les enjeux, vous devez tous être familiarisés maintenant avec le jour du dépassement. Donc cette année, ce jour du dépassement, il a eu lieu le 28 juillet. 28 juillet, donc c'est-à-dire en gros le jour du dépassement, qu'est-ce que c'est? C'est le jour où on a consommé le nombre de ressources que la planète permet de régénérer. Donc ça, depuis 30 ans, en fait, ce jour ne fait que se rapprocher. Et en gros, en France, donc c'est une moyenne, hein, c'est un ratio moyen. Donc en gros, la totalité des êtres humains consomment environ 1,7 fois ce qu'il y a disponible sur la planète en une année. Donc en gros, il faudrait quasiment 2 planètes pour subvenir aux besoins des modes de vie à ce jour sur le mode de fonctionnement qu'on a actuellement. Pour un Français, c'est 3 planètes. Donc c'est-à-dire il nous faudrait 3 planètes pour pouvoir continuer à avoir notre mode de vie, nos ordis, nos salles chauffées et rétroprojecteurs, etc. Alors, juste pour faire un tour d'horizon, est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez le GIEC, si vous en avez déjà entendu parler, au moins pour avoir une visualisation? Bon, tout le monde a l'air d'être familiarisé, très bien, ça tombe bien. Alors, c'est un groupe d'experts intergouvernemental qui fait donc des études, qui condense des études sur le climat pour donner des trajectoires vers quoi on va. Et à l'heure actuelle, les trajectoires, elles ne sont pas de très bon augure. Donc, c'est-à-dire que si on continue sur la ligne actuelle, on se rapproche d'un réchauffement climatique à hauteur d'environ
3,5 degrés. Et les accords de Paris qui ont eu lieu il y a quelques années lors d'une COP sont fixés comme objectif 1,5 degré, voire éventuellement 2 degrés. Mais déjà, avec une augmentation en fait, de ces températures-là, ça provoque déjà des changements dont je parlerai un peu après. On a aussi dépassé des limites planétaires. Donc là, cette année, en janvier 2022, je crois, on a dépassé la limite, une des limites qui est sur l'eau. Donc, en gros, c'est très, très compliqué. Si on fait un tour d'horizon des actualités qui reprend quelques actualités dernièrement, ben ça remonte pas à plus de 2 ans. Donc, on a la 6e extinction de masse qui a déjà commencé. 60% des populations d'animaux sauvages qui ont été perdues en 40 ans. On a cet été une sécheresse exceptionnelle, 100 communes qui ont été privées d'eau potable. D'ici 2050, 5 milliards d'êtres humains seront touchés par la pénurie d'eau. On a le pic pétrolier, donc on a passé en Europe en 2008 sur le pétrole conventionnel. Potentiellement sur les autres pétroles, ça risque d'arriver incessamment sous peu. On ne sait pas encore quand, mais ça risque d'arriver. On a de la pénurie inédite dans la construction, sur les matériaux. Et pas que, hein, ça touche tous les secteurs, automobiles, électroniques, vraiment tous les secteurs. Et dernièrement, donc, on a, vous avez suivi l'actu, j'espère, des problématiques en termes d'énergie. Donc, c'est le début, avec un gouvernement donc, qui est en train de mettre en place la sobriété, comme ils appellent. Donc, c'est un concept clé dont je parlerai après, mais qui est en adéquation avec les valeurs qu'on porte sur la low-tech. Donc voilà, je pourrais continuer en fait pendant pas mal de temps avec le Pakistan qui a subi 51 degrés, un tiers du Pakistan qui est touché par les eaux, du coup des vagues migratoires qui vont démarrer. Rajouter à ça tout ce qui est culture, agriculture et résilience, autonomie alimentaire avec la mondialisation, on est plutôt mal barré. On a vu cet été qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées, ne serait-ce que sur notre territoire, donc avec les incendies qui ont eu lieu en Gironde. On a eu aussi les vagues de grêle type balles de ping-pong, balles de tennis qui ont touché les toitures pas loin d'ici. Puis toutes ces températures avec des relevés qui étaient totalement anormaux, qui dépassaient les normes sur lesquelles on était habitué. Il a fait par exemple 41 degrés en Bretagne, quoi. En Bretagne. On parle de la Bretagne. C'est assez exceptionnel. Ils n'ont pas dû comprendre, hein, parce que nous, des 40 degrés, on a déjà vécu ça, mais eux, en Bretagne, ils ne connaissaient pas. Du coup, bon, il se passe des choses. On n'en parle pas suffisamment dans les médias. Il se passe énormément de choses et ça a l'air d'aller plus rapidement que ce qu'on espère. Aujourd'hui, il commence à y avoir une démarche de bilan carbone. Je pense que vous êtes tous familiarisés au travers de vos cours, peut-être vous en avez entendu parler. Donc, le bilan carbone, c'est la COP 21. Et pendant les accords de Paris, il y a eu un objectif en fait, à atteindre en termes d'émissions carbone, qui était pour limiter le réchauffement à 1,5 voire 2. Et tout ça, ça se joue en corrélation avec le bilan carbone pour essayer de le limiter. Donc, l'objectif d'ici 2050, c'est d'avoir un bilan carbone neutre planétaire. C'est un objectif. Pour donner un exemple sur l'empreinte carbone d'un Français moyen, ça va être 9,9, quasiment 10 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère chaque année. Donc, et l'objectif pour ne pas dépasser les 1,5, c'est 2 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère. Donc c'est un énorme challenge. Donc là, il y a une petite... Oh yeah. Il y a un petit graphique qui permet de voir à peu près les principaux secteurs qui sont consommateurs en termes d'empreinte, en termes de carbone. Et pour vous donner un ordre de valeur, rien que sur le fait d'être citoyen français, le fait juste d'habiter, d'étudier, de vivre en France et tout ça,
on a déjà une empreinte carbone qui c'est automatique, c'est 1,7. En ratio, ça a peut-être changé depuis parce qu'ils ont pris d'autres indicateurs pour évaluer, mais grosso modo, c'est entre 1 et 1,7 tonnes de CO2 annuel, rien que pour être français. Et notre objectif, c'est d'être à 2 tonnes. Donc ça vous laisse, voilà, ça veut dire en gros, il va falloir se priver de tout ce qui est avion, changement d'alimentation, en termes d'énergie, l'habitat, la résilience dans la maison. Il va falloir revoir vraiment toute l'intégralité de notre mode de vie. C'est un chantier qui est astronomique, en fait. En gros, c'est le challenge de nos générations, de votre génération, de en fait, toutes les générations confondues. Aujourd'hui, on parle donc de sobriété énergétique. Donc, vous l'avez vu, winter is coming. On ne sait pas comment on va se chauffer. Potentiellement, on le sait, mais apparemment, on développe des techniques qu'on pourrait appeler low-tech, où on a découvert ce que c'était un pull à col roulé ou un étendoir pour faire sécher son linge. Et peut-être éventuellement, il y a des startups qui vont se lancer avec des petits objets hyper techniques pour pouvoir tenir son linge pour pas qu'il s'envole avec des licornes qui pourraient créer des passes à linge. Donc, il y a tout un tas de choses dont on parle, mais qui sont loin de pouvoir répondre aux enjeux que nous avons. Et donc, il va falloir se relever les manches. Donc, en fait, vous n'avez pas 50 choix possibles, vous avez 3 choix possibles. Soit décider de ne pas entendre, c'est-à-dire vous allez sortir de la conférence et vous dire, bon, tout ce qu'il a raconté, ce n'est pas du pipeau. Vous pourrez aller voir les slides, tout le contenu est sourcé, donc à vous de vous informer, de faire les recherches et d'élaborer votre propre processus. Mais vous pourrez faire le choix de dire, bon, c'est pas grave, on met la tête dans le sable, on ne fait rien. Le choix, sinon, de faire le déni, donc de dire non, ça n'existe pas, c'est pas possible, ou de passer à l'action. Donc, le passage à l'action, c'est un des critères déterminants en fait, pour éviter que ces catastrophes deviennent vraiment, vraiment catastrophiques. C'est-à-dire que l'ampleur en fait, de ce qui s'est passé cet été, c'est juste une norme qui est en train de s'installer. Et c'est une norme qui va devenir de plus en plus complexe à gérer, au vu du nombre, en fait, de la complexité des choses à gérer en même temps. Quand tout nous arrive, si on n'est pas préparé, c'est très compliqué. Ce qui nous amène en fait à 2 concepts clés qui sont, alors j'ai pas fait de slide pour, mais il va falloir les noter sur votre papier. La sobriété. Donc la sobriété, en gros, ça va être apprendre à faire mieux avec moins et idéalement apprendre à se passer d'un service. Donc vous allez, on parle beaucoup, par exemple, d'arrêter d'utiliser son véhicule thermique type voiture pour passer au déplacement en vélo. Il y a des clubs de foot comme le PSG qui apparemment vont faire leur déplacement plutôt que de prendre le jet privé, vont se déplacer avec un char à voile. Du coup, voilà, la sobriété, c'est ça, c'est apprendre à se passer d'un service. Et après, il y a une différence aussi entre sobriété, donc on fait le choix de se passer d'un service, et la pauvreté, où là, on n'a pas le choix, c'est contraint, et bon, on n'a pas les sous pour pouvoir mettre de l'argent dans la voiture, et il faut faire autrement, et on est sobre indépendamment de notre volonté. Et l'autre concept clé, c'est la résilience. La résilience, ça va être notre capacité d'adaptation face à un choc. Et quoi qu'il arrive, les chocs, vous l'avez vu avec l'actu, ils arrivent, ils sont en cours, à différents degrés, différentes échelles, différentes vitesses, mais ils sont en train d'arriver petit à petit. Et pour ça, il faut se mettre à l'action. Donc, c'est-à-dire on a 15 ans pour essayer de diminuer un peu notre empreinte et essayer d'inspirer, c'est-à-dire raconter une nouvelle histoire, parce que c'est mondial, hein, c'est-à-dire la réduction de l'empreinte carbone, elle doit être mondiale. Donc il y a des COP qui se font pour essayer de calibrer tout le monde sur le même radian, mais en soi, c'est très technique, sachant qu'en plus, ces COP sont sponsorisés par des personnes, des entreprises multinationales qui produisent des boissons gazeuses. Et bon, c'est un autre débat. Du coup, passage à l'action, la low-tech. La low-tech, l'avenir sera low-tech. Donc, en soi, qu'est-ce que la low-tech ? Au Low-Tech Bordeaux, on a fait le choix, donc je vais vous la lire, de définir la low-tech. C'est un mouvement qui commence à évoluer, qui commence à prendre de l'ampleur et qui n'a pas encore une définition propre arrêtée. Du coup, au Low-Tech Bordeaux, on a choisi de définir ça
comme une base technologie qui se caractérise par la mise en œuvre de technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables. L'approche low-tech est une démarche innovante et inventive de conception et d'évolution de produits, de services, de procédés ou de systèmes qui visent à maximiser leur utilité sociale et dont l'impact environnemental n'excède pas les limites locales et planétaires. La low-tech est ainsi un accélérateur de la transition écologique qui s'adresse tant au grand public qu'aux collectivités et entreprises. Elle contribue à l'émergence de modes de vie, de production, de consommation plus résilients pour une société soutenable et désirable. Voilà. Donc vous l'avez compris, en fait, on cherche à faire de l'ingénierie plus simple, mais qui nous permettent de limiter nos conséquences et nos empreintes en fait, sur l'environnement, sur la planète. Et plus largement, on parle de démarche low-tech. Donc, c'est parce qu'on prend plusieurs aspects, parce que, en gros, vous allez pouvoir concevoir, produire un objet, et cet objet sera low-tech, de par son type de matériaux, comment vous l'avez sourcé, etc., conçu, mais peut-être que la fabrication sera moins low-tech, parce qu'il y aura un impact carbone si vous le faites fabriquer à tel endroit, ça sera potentiellement pas low-tech. Donc il y a un consensus qui est en train de se créer qui veut définir la démarche low-tech et non la low-tech. Donc pour nous, la low-tech, elle doit être réparable. Donc c'est terminé l'obsolescence programmée pour pouvoir vendre toujours plus. C'est réparable, c'est simple à réparer, c'est-à-dire c'est appropriable par n'importe qui. C'est-à-dire il faut vulgariser l'ingénierie pour que vraiment les objets conçus puissent facilement être appropriables par n'importe qui. Un autre des piliers, c'est économique. Donc, peu économie, donc il y a deux facteurs, c'est économie en énergie, donc peu énergivore, et économique, donc qui à moindre coût. Elle va être do it yourself avec une grosse dominante. Ouais, c'est même pas une grosse dominante. Elle va être essentiellement open source. Et ça, c'est une des clés vraiment pour que ça fonctionne. C'est que si on commence à concevoir des produits qui ont vraiment un intérêt sur le climat ou en tout cas sur le bien-être et sur le confort de vie, si on commence à poser des brevets et qu'il y ait seulement une fraction de la population qui puisse en avoir la possibilité de l'utiliser, ça ne marche pas. Donc, on essaye de se retrouver dans les communs. Donc, c'est co-construire et donner la possibilité à d'autres personnes, que ce soit dans la ville d'à côté ou dans un autre pays à des milliers de kilomètres, de pouvoir eux aussi de le fabriquer pour répondre avec leur spécificité. Donc, c'est là où on arrive sur la fabrication locale. Donc, pour concevoir, vous n'allez pas aller chercher des matériaux à l'autre bout du monde pour les faire venir ici et les concevoir. Donc, c'est essayer de sourcer et en tout cas de diminuer votre empreinte en passant par le local, et un faible impact écologique. Grosso modo, pour simplifier vraiment, ce qu'il faut retenir, les 3 piliers définis par le Low-Tech Lab, c'est qu'elle soit utile, donc elle répond vraiment à un besoin identifié. Donc ça veut dire on élimine tout ce qui est superflu, qu'elle soit accessible, donc appropriable partout, mais aussi appropriable économiquement et pas uniquement à une strate de la population, et qu'elle soit durable, donc conçue pour durer. Et nous, à Low-Tech Bordeaux, on aime rajouter la sobre et résiliente. Voilà, comme je les ai définis avant, notre credo, c'est apprendre à faire mieux avec moins. Vous avez d'autres définitions, donc de l'ADEME, de la fabrique écologique. Je vous invite à aller voir le site de Low-Tech Nation, d'Emilien Bournigal, qui fait un travail remarquable justement sur comment définir ce qu'est la low-tech, sur la résilience territoriale. Il y a Arthur Keller aussi qui en a beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Ils ont fait justement cette petite infographie où on n'y voit pas grand-chose, mais vous pourrez le revoir dans la vidéo. Voilà, ils ont fait une espèce d'infographie qui définit différents critères en termes de réparabilité, simplicité, efficience. Donc tout ça, c'est consultable sur le site de Low-Tech Nation. Là, ça va être ce qui nous a inspiré au Low-Tech Bordeaux. Donc vous avez Philippe Biwix, qui est un ingénieur centralien qui a vraiment, ça fait des années qu'il réfléchit là-dessus, et qui a sorti 2 ouvrages, L'âge des low-tech et Le bonheur était pour demain, et le Low-Tech Lab.
Donc le Low-Tech Lab, en 2016, c'est à l'initiative, c'est même avant 2016, parce qu'avant ça s'appelait Tigre de Bengale, Gold of Bengal, pardon. Donc c'est à l'initiative de Corentin de Châtel-Perron, qui est parti en fait faire un tour du monde à travers le monde pour identifier en fait les inventeurs de demain, c'est-à-dire des personnes en fait qui n'étaient pas forcément diplômées, mais qui étaient des rois de la débrouille et des inventeurs, et identifier différentes solutions techniques qu'il a expérimentées sur le Nomade des mers, donc sur son bateau, pendant plusieurs années. Et son objectif, donc, c'était à la fois de les identifier, de les tester, et après de les diffuser en open source pour qu'elles soient appropriables par l'ensemble. Donc, c'est vraiment un des acteurs pour nous au Low-Tech Bordeaux qui a vraiment lancé le fait que la low-tech se démocratise par ces expéditions. Donc, je ne sais pas où ça en est maintenant en termes de diffusion sur Arte, mais les documentaires étaient en libre accès sur Arte il y a quelques mois encore. Vous avez aussi la Tiny House du Low-Tech Lab, donc suite à un Tour de France, une autre équipe, Pierre-Alain et Clément, qui sont partis faire un Tour de France des initiatives pour voir, parce que Corentin c'était bien, mais c'était dans des pays qui ça répondait pas forcément à ce qui se passe chez nous en Occident. Donc eux, ils ont décidé de faire un Tour de France pour repérer des initiatives en France, intégrables dans l'habitat. Et ils ont expérimenté pendant un an en collaboration avec l'ADEME, où ils ont conçu une tiny house résiliente avec une dizaine de systèmes low-tech pour pouvoir avoir en fait des données et donner du crédit en fait à ces basses technologies. Après, vous en avez bien d'autres. Là, j'en ai cité quelques-unes. Vous avez Marjolaine Berthe du Low-Tech Lab aussi, Low-Tech with Refugees, qui avait monté un makerspace sur l'île de Lesbos. Maintenant, ils sont à Briançon. Vous avez Quentin Mathéus qui a fait les enquêtes du Low-Tech Lab dernièrement. C'est visible sur les plateformes de vidéo, où en gros, il fait le tour des entrepreneurs qui lancent des entreprises en low-tech, mais on en parlera après. Et vous avez aussi les communautés low-tech dont nous faisons partie, donc qui se montent en fait petit à petit. Donc il y a à peu près 3 ans, il y avait environ 4 low-tech labs en France qui s'étaient créés. Il y avait Grenoble, Marseille, Concarneau, qui est la maison mère entre guillemets, et Paris qui commençait à se lancer. Et aujourd'hui, je crois, il y a plus d'une cinquantaine. Donc c'est pour vous montrer en fait l'ampleur que ça prend en très peu de temps. Sur toute la France, on est passé de 3 à 50 en 2 ans, à peu près. Et pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, il y a un low-tech, une personne qui était désireuse de monter un low-tech lab, une communauté low-tech lab en Corrèze. Donc comme quoi, tout peut arriver. L'association Low-Tech Bordeaux, donc comme je l'ai dit, on l'a créée il y a un peu plus de 3 ans. Donc c'était vraiment quelque chose de citoyen, c'est-à-dire on est parti du constat, ce que je vous ai mis dans les premières diapos, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, bon, en fait, si on continue à attendre, il n'y a rien qui va changer, on va se mettre au boulot et on va voir ce qu'on peut faire. Donc on est parti rencontrer l'équipe du Low-Tech Lab parce qu'on avait eu vent de ce qui s'y faisait. Ça a bien matché et à partir de là, on est rentré sur Bordeaux. Et on s'est dit, bon, on va monter une structure, parce que sur Bordeaux, il n'y avait pas encore d'acteurs qui traitaient du sujet low-tech. On a eu la chance d'être incubé par un incubateur bordelais qui aide justement à propulser les entreprises ou associations qui sont dans le développement durable ou l'innovation. Et comme tout le monde, en 2020, on a subi le Covid, donc on a été confinés. Ce qui ne nous a pas empêché en fait, de faire notre part, entre guillemets, en concevant, vous avez dû voir qu'il y avait beaucoup de couturières qui se mettaient à faire des masques ou des visières en plastique. Nous, on s'est mis à faire des masques et des surblouses pour les soignants. Ça permettait, en fait, vu qu'on venait de se lancer, d'ouvrir notre box, de continuer à avoir un minima d'activité. Et en 2021, on s'est installé au Garage Moderne. Donc, c'est un tiers-lieu bordelais assez atypique, où on a notre box, notre makerspace. Pardon. Les piliers de notre association, je vous les ai cités tout à l'heure. Donc, la résilience, c'est offrir à tous des solutions d'autonomie pour s'adapter au monde de demain. La sobriété, apprendre à faire mieux avec moins. L'innovation à travers le développement et l'optimisation de technologies essentielles à faible impact écologique. Et le partage, avec l'accessibilité à travers l'entraide, la transmission de connaissances
et la diffusion en open source. Hop. En termes de gouvernance, bon, on a une gouvernance assez simple avec, assez simple. Non, en fait, on n'a pas une gouvernance, pardon, on n'a pas une gouvernance classique, c'est-à-dire on n'a pas une association avec un trésorier, secrétaire et président. Donc, on a complètement disloqué le principe pyramidal du président qui était un peu au-dessus de tout. On a un bureau collégial, donc avec 9 membres qui sont tous au même niveau. Et après, on a une cinquantaine d'adhérents et une dizaine, voire peut-être quinzaine maintenant de membres actifs qui viennent régulièrement donner des coups de main. Nos actions. Donc, on est sur 3 pôles d'activité. Le chantier, il est énorme. Du coup, on a développé 3 pôles d'activité qui sont aussi conséquents. Un pôle d'activité qui est la sensibilisation, donc en gros ce que je suis en train de faire ce soir, ou ce qui s'est fait il y a une semaine à Cap Science avec des ateliers, de la sensibilisation, des conférences, aussi bien auprès d'étudiants, de particuliers, d'entreprises, de collectivités. On est vraiment sur on essaye de toucher vraiment large. On a le Makerspace. En gros, c'est un lieu d'autonomisation, un atelier, où on propose nos formations, nos ateliers. C'est le lieu pour se retrouver et pour pouvoir co-créer. Et on a un bureau d'études associatives qu'on est en train de monter, où on développe des low-tech. On les crée de toutes pièces, on les imagine ensemble. Plus en détail, donc, on essaye d'être hyper actif sur la sensibilisation. Donc, dès qu'il y a des événements où on peut se positionner pour essayer d'accélérer le process, on va s'y positionner. Donc, voilà, le makerspace, donc s'initier, se former, concevoir. Il se passe plein de choses là-bas. On a d'abord les ateliers adhérents. Donc une fois par semaine, on se retrouve, voire même un peu plus maintenant, on commence à ouvrir des sessions le samedi, un samedi sur 2, et on va être amené aussi potentiellement à mettre un autre créneau horaire dans la semaine, donc ça serait potentiellement 2 fois par semaine. Ou en gros, quand on adhère à l'asso, qu'est-ce qu'on fait? On vient et on bosse sur des projets de l'association, donc sur la création de low-tech. À l'heure actuelle, on est sur, j'en parlerai après, mais on bosse sur une climatisation solaire low-tech et un capteur à air chaud pour réchauffer l'espace. Mais pas que, en gros, on a plein de projets sous la main. On accompagne en fait depuis 2 ans des étudiants d'une autre école Ingé, des 2e cycles préparatoires chez l'ESME. Et on a un catalogue de formation qui est en cours de création, où on propose des formations au grand public, collectivités et entreprises. À ce jour, on a proposé, donc c'est encore en cours de développement, donc on n'a pas tout le catalogue que vous voyez là qui est encore terminé, mais on est sur 5 thématiques. Donc l'énergie, la cuisson, le zéro déchet, la gestion de l'eau et l'agriculture. On a lancé des formations il y a 1 an maintenant sur la fabrication de wicking bed, des jardinières autonomes en eau, pour faire une économie d'environ 30 à 40% en termes d'arrosage. On est en train de lancer une formation sur le réchaud à double combustion, fabriqué avec des boîtes de conserve et à destination des personnes en situation de précarité. On s'apprête à lancer incessamment sous peu la marmite norvégienne. Donc on parle de sobriété énergétique, de comment faire des économies. Et bien, il y a quelque chose qui peut se fabriquer qui est très simple à faire, qui est en gros un caisson isolé qui permet qu'on place sous les plaques électriques, et qui permet de faire des économies d'à peu près 50% de watts sur l'année en termes de cuisson. On a plein de choses qu'on est en train de développer, donc on réfléchit. Les filtres à eau, la filtration à eau, un gros enjeu sur l'avenir. Je l'ai dit tout à l'heure, cette année avec les sécheresses et tout ça, on a des problèmes. On va avoir des problèmes de stress hydrique. Il ne faut pas se le cacher. Donc il faut réfléchir dès maintenant comment on peut faire, que ce soit en termes de captation, donc récupération des eaux de pluie, et de filtration, pour pouvoir l'utiliser essentiellement aussi sur des parties type agriculture et tout ça. Et on a l'espace de coworking. Donc pour l'instant, on n'a eu qu'une seule personne, mais en gros, on a la volonté d'accompagner des entrepreneurs qui souhaitent lancer leur initiative ou leur projet en low-tech et qui souhaitent monter leur boîte. Donc typiquement, on a eu Thibaut il y a 1 an et demi
ouais, 1 an et demi, 2 ans, qui est venu avec un concept de poêle de masse, poêle à bois, pour pouvoir brasser de la bière. Donc c'était un ancien ingénieur qui a décidé de changer de voie et à devenir brasseur. Et il est venu prototyper son modèle chez nous pour pouvoir bénéficier justement de tout ce qui est outillage mutualisé et à plusieurs cerveaux. Parfois, ça permet d'aller plus vite dans la conception de son projet. Donc aujourd'hui, il a lancé sa brasserie donc en Bretagne. Forcément, hein, c'est de la bière. Il est reparti en Bretagne et il a lancé son projet. On a ensuite le bureau d'études associatif. Ah non, pardon. On fait aussi de l'accompagnement RSE, donc auprès des entreprises qui ont vocation justement à essayer de donner une vision, des grandes orientations dans leur entreprise en lien avec le développement durable. Du coup, on les accompagne sur une journée type. Généralement, ça se compose en 2 demi-journées. La première partie de la matinée où on va réfléchir aux enjeux, à la démarche low-tech, à ce qui peut se faire dans leur groupe. Et la seconde partie de la journée qui est un peu plus ludique, où là, on est sur une partie manuelle et on va fabriquer une low-tech spécifique. Là, on a fabriqué un bokashi pour leur bureau, en fait. Et un bokashi, c'est un compost japonais, compost de cuisine, sans odeur, en milieu anaérobie, fabriqué avec des seaux alimentaires et qui permet de recycler ces déchets alimentaires. À l'inverse d'un compost traditionnel, ça permet aussi de gérer les déchets qui sont carnés, tout ce qui est œufs, etc., qu'un compost traditionnel ne fait pas. Voilà, donc c'est ce qu'on propose. Là, dans une semaine, on va recevoir Suez pour lancer aussi des dynamiques sur le bâtiment. Là, c'est un peu plus spécifique, c'est vraiment sur la construction et le BTP. Et du coup, le bureau d'études associatif. Donc, bureau d'études associatif, on est sur 2 pôles. Il y a une partie qui va être pour répondre à des prestations d'entreprises ou de collectivités qui ont un besoin identifié et qui vont faire appel à nous pour concevoir quelque chose. Typiquement, l'année dernière, on a conçu une dizaine de gros wicking beds pour le quartier de Bacalan. Et à côté de ça, on a la partie vraiment associative où on va bosser sur des projets en collaboration entre nous pour pouvoir avancer sur des low-tech, pour pouvoir les normer. Donc, on fait vraiment de la R&D avec le poêle dragon. Donc, ça a été avec Thibaut qu'on a démarré ça. Donc, c'est un poêle de masse qu'on a conçu, qui nous a un coût de revient, ça nous a fait 10 €, conçu essentiellement avec j'ai perdu le mot. Bouteille de gaz, pardon. Bouteille de gaz, des tubes carrés, des profilés, et du coup on l'a mis en test pour voir. Et à ce jour, en gros, en termes de ce qui rejette dans l'atmosphère, en termes de particules, on est sur un équivalent en fait RE 2020. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est ce qui vient de passer dans le bâtiment. On était soumis aux contraintes de la RT 2012 il y a encore 1 an. Maintenant, on est sur on lève les échelles en termes de normes, et on est sur un équivalent Flamme 6. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui a été conçu pour 10 € à tout casser et quelques coups de disqueuse. Et on arrive à avoir un objet en fait aussi efficient que ce qu'on va pouvoir trouver sur le marché. On est en train de bosser aussi également sur la Obolo mobile. Donc, là, c'est un projet vraiment spécifique à destination des personnes sans abri, en collaboration avec les gratuits et potentiellement d'autres acteurs. En gros, c'est concevoir en fait des abris d'urgence, des habitats où ils puissent se sentir en sécurité et ne plus être forcément dans des tentes, avoir quelque chose de mobile. Et voilà. Et là, l'idée, in fine, c'est d'intégrer des low-tech à l'intérieur, donc qui puissent se chauffer, qui puissent récupérer un peu d'eau et la filtrer pour pouvoir se nettoyer. Et en parallèle, on est en train de bosser aussi sur une climatisation solaire, donc à base de drains en argile, avec un circuit d'eau. Donc c'est un concept indien où on a très peu de données dessus. Donc on est en train de créer nos propres données en développant le proto. Donc c'est le proto que vous voyez là en photo. Donc on a fait d'abord des esquisses 3D et après on est passé en mode fabrication.
Et la prochaine étape, ça va être de le tester. Donc bon, on a un peu raté la période là, puisqu'on arrive sur la période hivernale. C'est pas grave, on a rebondi, parce que, alors j'ai pas de photo encore, mais on est sur le capteur à air chaud, qu'on devrait terminer d'ici peu. Donc capteur à air chaud, en gros, c'est utiliser l'air, la circulation d'air, la réchauffer avec un effet de serre, une vitre, un corps noir, et la réinjecter dans le bâti pour pouvoir se chauffer. Donc on sait, on a des données en fait pertinentes du Low-Tech Lab, essentiellement grâce à leur étude, qu'un capteur dimensionné à 2 mètres, de 2 mètres carrés peut réchauffer d'environ 7 degrés un habitat de 15 mètres carrés. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça veut dire que vous utilisez uniquement l'énergie solaire, le thermique solaire, pour pouvoir chauffer chez vous. C'est un complément de chauffage, bien entendu, mais ça permet de faire des économies d'énergie. On bosse sur le réchaud ticket stove. Donc, je vous expliquais tout à l'heure, c'est un petit réchaud double combustion, rien de bien compliqué, mais qui peut vous permettre de faire de la rando ou quoi que ce soit avec quelque chose de léger et qui ne coûte pas cher. Et qui celui-là, donc on travaille avec les gratuits, qui est voué à être distribué à des personnes en précarité. Donc, c'est-à-dire avec des bénévoles, on est parti aussi en immersion auprès de ces personnes-là pour identifier leurs besoins et voir ce que nous, on pouvait mettre en place dans notre asso qui puisse être utile pour eux. C'est-à-dire pas concevoir des techs et pour dire les mettre dans un coin après, c'est vraiment qu'elles aient une utilité par la suite. En termes d'enseignement, donc on a voilà pour les 3 pôles d'activité de l'association. Sur les formations, ce que je n'ai pas dit, les formations, tout ce qu'on conçoit, on essaye d'être dans l'upcycling et le réemploi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est partie intégrante de notre démarche. C'est d'identifier des acteurs potentiels, des entreprises qui vont avoir des rebuts, des déchets, qui vont avoir des ressources qu'ils considèrent comme déchets et qui sont pour nous des ressources. Donc typiquement, spécifiquement, par exemple, vous avez Adam qui fabrique des caisses à vin et qui va nous fournir ses rebuts de bois pour qu'on fabrique nos jardinières autonomes en eau. On a le CHU de Bordeaux qui nous fournit des seaux alimentaires pour qu'on fabrique nos bokashi. On a Elise Atlantique qui nous distribue des canettes vides pour nos capteurs à air chaud. Aircube, Envie, enfin bon, on essaye vraiment d'identifier des acteurs potentiels et pouvoir les décharger de leurs déchets et nous, qu'on les transforme en ressources. Donc ça fait partie de notre démarche en termes de réemploi, d'upcycling et d'éco-conception. Donc de repenser en fait nos conceptions vraiment locales et identifier les partenaires locaux. En termes d'enseignement, donc nous, depuis 2 ans maintenant, on accompagne des étudiants en fait en 2e cycle préparatoire à l'ESME. Donc c'est dans le cadre de leur parcours énergie et environnement. On a 36 heures de formation sur l'année et avec plusieurs objectifs. Donc la sensibilisation à l'approche low-tech. On les accompagne donc dans des projets intégrant des bases technologies. L'idée, c'est d'avoir une approche vraiment réflexive et systémique dans leur conduite de projet avec beaucoup d'analyse de cycle de vie et d'upcycling et de l'acquisition de compétences manuelles, donc leur prototypage. Donc on essaye, en fait, c'est un parcours vraiment qui a été créé spécifiquement pour cette école où l'objectif, c'est aussi que les étudiants acquièrent aussi des compétences manuelles, donc qu'ils soient plus juste sur une phase, qu'ils ne soient plus que sur une phase théorique, mais qu'ils puissent aussi monter en compétences en utilisant des outils en plus de leur cerveau. Ça se développe, donc l'enseignement pour l'instant ça reste très minoritaire, très marginal. Nous on fait ça depuis 2 ans. Il y a Grenoble qui fait ça qui donne pas encore des cours, mais en tout cas il y a de la recherche dans l'enseignement avec l'INP de Grenoble. Ils ont organisé pas plus tard que la semaine dernière 3 jours consacrés à la low-tech, où il y a eu plusieurs débats, un grand forum avec pas mal de conférences justement sur ce sujet. Et il y a une véritable volonté, en tout cas dans leur établissement, de voir comment on peut intégrer la dimension low-tech au sein du parcours étudiant
pour répondre aux enjeux de demain. Et dernièrement, vous avez Centrale Nantes avec le Low-Tech Lab qui ont carrément, eux, ils ont mis une option ingénierie low-tech. Donc c'est une première en France. Donc, dans le choix des parcours des étudiants, ils ont la possibilité de choisir option low-tech. Là, cette année, donc, ça démarre en collaboration avec WeExplore. WeExplore, c'est l'organisme en fait, qui avait fourni le bateau de Corentin et qui héberge l'association Low-Tech Lab là-bas. Donc, en gros, il y a des étudiants qui vont aller, pendant leur parcours, réaliser en fait, des low-tech qui vont intégrer justement dans un catamaran. Expérimenter. L'objectif, en fait, c'est vraiment de changer le jeu dans l'enseignement en fait, ingénieur. Et c'est essayer de donner des nouvelles cartes et, entre guillemets, avec la démarche low-tech, où on peut faire pas mal de choses. Juste, parce que je ne l'ai pas fait en début, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui étaient sensibilisés à la low-tech déjà, qui avaient déjà vu un des documentaires de Corentin ou pas forcément? Pas forcément. Ok. Voilà pour l'enseignement. Donc c'est quelque chose qui se développe petit à petit, mais qui commence à se mettre en place. Il y a beaucoup de théorisation de la démarche low-tech et nous, on voit ça vraiment comme une réponse aux enjeux, pas l'unique réponse, mais comme une des solutions possibles vers un avenir plus soutenable. Du coup, une fois que vous êtes diplômé, il y a l'entrepreneuriat low-tech qui est en train de se développer. Vous avez en Bretagne Aeseo qui développe depuis... Ils sont assez vieux, si je puis dire, et ça fait bien une dizaine d'années. Ils font de la construction de capteurs solaires thermiques et de poêles à bois, poêles bouilleurs, comme ils appellent. Donc, ils proposent des parcours de formation pour que les gens s'autonomisent à la conception de ce type de système. En gros, ils essayent d'utiliser l'énergie, le solaire thermique, pardon, pour déployer ça dans l'habitat de particuliers. Vous avez Picojoule, je crois qu'ils sont près de Toulouse, qui s'est développé. Eux, ils proposent un parcours, des formations pour fabriquer son méthaniseur. Méthaniseur collectif et do it yourself, entre guillemets. Vous avez récemment, il y a 2 ans, Enerlog qui s'est monté en Bretagne, qui propose donc c'est ça, le capteur à air chaud, c'est ce qu'on voit là. Donc là, il a été réalisé avec de l'ardoise et vous avez un petit circuit d'air en fait, qui permet de réchauffer l'eau progressivement. Et en température d'entrée, vous allez être autour de 15 degrés. En température de sortie, vous avez 80 degrés et vous le refaites circuler dans l'habitat. Donc eux, ils ont développé, en fait, ils ont décidé de monter une entreprise spécifique vraiment à cette low-tech lab, parce qu'elle est vraiment pertinente. Et ils proposent des formations, pareil, à la construction. Vous avez SolarFire, qui propose c'est plus un accompagnement. Ils accompagnent des entrepreneurs qui souhaitent utiliser du coup le solaire pour leur activité. Les premiers qu'ils ont accompagnés, c'était des boulangers. Donc, c'est de la cuisson solaire avec des panneaux qui permettent de réfléchir et de condenser la chaleur et de faire chauffer le pain, quoi. Donc, il se passe totalement... ça sera typiquement le type d'entrepreneurs qui ne fermeront pas, comme on a pu le voir ces dernières semaines, parce qu'ils utilisent le soleil. Et beaucoup sont basés dans le nord de la France. Donc, on peut se rassurer, ça marche très bien en Bretagne et en Normandie. Il y a suffisamment de soleil pour que leur activité se développe. Sur Bordeaux, plus spécifiquement, vous avez la fuminerie. Eux, ils développent des toilettes sèches. Toilettes sèches, c'est pareil. Il faut repenser notre mode de consommation à l'eau. Donc, quand on tire la chasse, c'est 6 litres qui s'évaporent, 6 litres d'eau potable qui disparaissent dans la nature. Donc, sur Bordeaux, ils ont développé des toilettes sèches qu'ils ont mis en service. C'est une expérimentation qui dure quelques années, qui a démarré il y a 2 ans. Ils ont distribué donc, dans 30 appartements des toilettes sèches et ils s'occupent justement de faire le ramassage des excrétas, pardon. Et ces excrétas sont revalorisés auprès d'agriculteurs qui vont en faire du compost. De mon côté, il y a l'atelier autonome où je me spécialise vraiment sur de l'accompagnement auprès des particuliers ou des entreprises sur la démarche low-tech. Donc, c'est vraiment cibler les besoins. Faire sur un projet de particulier, ça va être mettre en place de
maîtrise d'œuvre, identifier les besoins de la personne qui souhaite un habitat résilient et voir en fait quelles solutions alternatives on peut mettre qui sont plus novatrices et qui sont vraiment spécifiques au BTP. Bien entendu, vous en avez beaucoup d'autres. En fait, il y en a plein. Vous avez les enquêtes du Low-Tech Lab, des vidéos qui sont disponibles sur la plateforme vidéo rouge qui recense pas mal d'initiatives. Pendant un an, il est parti à travers la France et je crois même en Belgique aussi pour identifier différentes initiatives. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en marche, qui ne font pas trop de bruit, mais qui existent, qui se développent petit à petit et qui prennent de l'essor petit à petit. L'objectif de mon intervention dans mon cours, c'est de vous faire connaître justement ces alternatives, de montrer qu'il n'y a pas que les grosses boîtes qui font de la pollution, etc., qui existent, mais qu'il y a d'autres alternatives potentielles qui portent des valeurs, qui sont pionnières dans leur domaine, mais qui essayent d'émerger. Il y a eu dernièrement un appel à déserter d'étudiants diplômés, vous l'avez peut-être vu, je crois que c'était les agronomes de Paris. Ouais. C'est un choix. C'est un choix. Maintenant, ingénieur, vous êtes formé à résoudre des problèmes complexes. Donc l'objectif, c'est pas forcément de faire tout de suite autre chose, mais peut-être de mettre à profit vos compétences que vous allez acquérir, que vous avez acquis, que vous allez acquérir au sein de votre parcours. Mais c'est surtout après de changer le jeu par la suite. C'est-à-dire, plutôt que de déserter, c'est peut-être de vous révolter, de résister, de sélectionner les entreprises avec que vous allez démarcher, pour qui vous allez travailler, de ne pas hésiter à refuser, c'est-à-dire changer le game, même si on vous fait un entretien d'embauche, 5 points positifs, 5 points négatifs pour se présenter, peut-être de leur demander, eux, à leur tour, en termes de développement durable, où ils en sont, leurs 5 points positifs et négatifs. Et du coup, voilà, d'essayer de faire mieux avec moins. Merci à tous. Louis Foulonneau, membre de l'association Low-Tech Bordeaux, un peu cramé. Je voulais savoir, pour des personnes qui sont en appartement, locataires, c'est pas forcément simple à mettre en place des solutions comme celles qu'on a pu voir. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire la low-tech en étant, on va dire, simple locataire sans perdre sa caution? Alors, en étant simple locataire, c'est tout à fait possible, dans le sens, il y a des petites low-tech déjà qui existent. Je vous ai parlé du bokashi, donc déjà pour gérer vos déchets, vous pouvez le faire avec les bokashi. Vous avez la marmite norvégienne, donc je vous invite à prendre les infos. On va lancer prochainement des formations. La marmite norvégienne, ça vous fait des économies sur votre facture énergétique, votre facture d'électricité. En gros, c'est un caisson isolé que vous allez placer sous votre plaque électrique, montez à ébullition la plaque, prenez votre casserole et vous faites une cuisson passive en fait, par inertie en fait, avec le contenant qui est monté à température. Là, tout à l'heure, j'ai parlé des toilettes sèches. Il y avait la possibilité, je crois aussi pour les locataires, d'installer des toilettes sèches sous accord du propriétaire. Mais il y avait cette possibilité-là. Vous avez la possibilité aussi, quand vous prenez vos douches, de récupérer votre eau. C'est-à-dire le temps qu'elle monte à l'eau chaude, déjà de vider ça dans une bassine et de réutiliser cette eau pour les toilettes. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Tout ce qui fait partie en fait des petits gestes en termes d'énergie. Ce qui est compliqué à mettre en place, vous avez pour le rayonnement, par exemple sur les chauffages convecteurs classiques, vous pouvez mettre un petit panneau isolé à l'arrière pour redistribuer la chaleur plutôt sur l'intérieur de la pièce. En fait, il y a plein de petites techniques à mettre en place, de solutions simples et qui fonctionnent très bien, qui ont fait leurs preuves. Voilà. Parmi les étudiants, là, il y en a un certain nombre qui se destinent à l'industrie agroalimentaire. Alors, est-ce que l'industrie agroalimentaire peut se saisir? Il y avait tout un pan cuisson.
Dans quelle mesure est-ce que c'est réconciliable, l'industrie et les low-tech, si on prend l'exemple de l'industrie alimentaire? Déjà, sur l'industrie alimentaire, il y a la gestion des déchets alimentaires, ou sur des techniques simples de compostage et tout ça, on va pouvoir faire de la biomasse. Donc tout ce qui est compost, tout ce qui est déchets alimentaires, déchets verts, vous pouvez si vous les triez en amont et que il y a une logistique qui se met en place justement après pour les revaloriser, vous pouvez faire du carburant, de la biomasse pour se chauffer, de la méthanisation. Vous avez cité une entreprise tout à l'heure pour laquelle vous allez intervenir. Je ne me rappelle plus que c'était un grand groupe. Ouais. Est-ce qu'il y a des industries alimentaires qui sont déjà venues vers vous? Non, pas encore, pas pour l'instant. On a fait une introduction en collaboration avec l'ADEME auprès de restaurateurs, mais ce n'était pas de l'industrie alimentaire à proprement parler. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aussi on est pas une cinquantaine de bénévoles, mais on est une petite équipe, une dizaine de membres actifs. Toutes les compétences sont les bienvenues, et ce qui permet de développer justement nos compétences sur les différentes thématiques. Et à l'école, donc il y a une partie industrie, il y a une partie recherche aussi. Alors si on prend les mots-clés que vous avez cités, sobriété, résilience, utile, tout ça, c'est des mots qui... Est-ce que c'est possible dans la recherche d'appliquer pour certaines choses? Si je le formule différemment, est-ce que la démarche low-tech est possible en recherche sur des choses qui sont malgré tout assez pointues? C'est là toute la question. C'est pour ça qu'il n'y a pas de définition spécifique de la low-tech et qu'on parle de démarche low-tech. Alors, je ne pense pas être la bonne personne pour répondre à ça. Est-ce que c'est low-tech d'aller utiliser des outils high-tech pour pouvoir faire de la recherche et obtenir des relevés? Nous, spécifiquement, quand on va faire de la R&D sur nos protos, on va utiliser des capteurs, on va utiliser des logiciels, on va faire du traitement de données. Donc, on va utiliser du numérique. Le numérique qui est 8% de consommation électrique annuelle sur la planète. Donc l'objectif, c'est pas de faire un retour en arrière et de stopper tout, c'est de travailler en fait main dans la main et d'amener des choses, peut-être en utilisant quelque chose qui n'est pas forcément low-tech, mais si ça a une utilité in fine, voilà, c'est repenser nos usages et nos usages de la technologie à proprement parler pour pouvoir rayonner sur le champ d'action. Vous avez dit l'intérêt, c'est de pouvoir diffuser librement, de donner libre accès. Et en même temps, vous avez parlé d'économie, etc. Et en effet, les industries ne vont pas s'engager s'il n'y a pas de manne financière derrière. Donc, en deux mots, peut-être, c'est quoi le modèle économique? Est-ce qu'il y a besoin d'un modèle économique? Le modèle, en fait, quand je parlais de tout à l'heure en amont, vraiment au tout début de la présentation de Challenge, c'est qu'en fait, il faut tout revoir. Donc, en fait, il faut revoir nos technologies, mais il faut aussi revoir nos modèles économiques. Et aujourd'hui, à proprement parler, sur l'entrepreneuriat low-tech, par exemple, parce que là, pour le coup, je connais bien la chose, parce que entre l'association et mon activité, je travaille aussi avec d'autres acteurs de la low-tech en France et à l'international sur comment concevoir un modèle économique viable, mais qui soit sur les communs et qui soit accessible à tous, et qui soit sur le partage, sur la transmission, et qui puisse permettre... C'est très technique. C'est parce qu'il faut vivre. Comme tout le monde, il faut pouvoir payer son loyer ou son prêt ou son bien. Voilà, faut un salaire. On en est encore là. Mais c'est en étude. Ça demande à être réfléchi. Après, les enjeux, typiquement, les enjeux, c'est aussi de porter la diffusion de ces basses technologies. Typiquement, le wicking bed qu'on propose, donc c'est une technologie qui date des années 70 en Australie parce qu'ils ont des gros problèmes hydriques, plus le coût de l'eau là-bas. Ils ont carrément, eux, des champs de wicking bed pour cultiver et avoir la gestion de leur eau vraiment optimale. Typiquement, qu'il y ait des entreprises aux valeurs, portant des vraies valeurs, qui décident de développer des technologies pour les diffuser, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on a des enjeux qui sont d'une telle ampleur qu'il faut que ça aille vite.
Et effectivement, la petite personne qui monte sa boîte dans les médias, elle aura du mal à toucher, à atteindre un max de public en peu de temps, alors qu'il y a peut-être d'autres entreprises qui ont les moyens de le faire rapidement, tout en étant vigilant, gros point de vigilance sur la démarche et les valeurs de cette entreprise. Je voulais vous demander, merci beaucoup pour la conférence, et je voulais vous demander, comme au début on a présenté ça comme tout le problème de la pollution et de la des problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui, et qu'on dit que c'est catastrophique, mais d'un autre côté, vous avez présenté la low-tech en disant qu'on voulait faire mieux avec moins. Est-ce qu'aujourd'hui, la low-tech, ce n'est pas aussi une mentalité qu'on veut vers un modèle de décroissance aussi, où on ne veut pas justement faire mieux, on ne veut pas faire plus, on voudrait avoir, entre guillemets, moins, et c'est peut-être dur de le faire accepter aux gens aussi, mais on cherche à avoir quelque chose de plus raisonnable aussi dans la consommation. Oui. Alors, je n'ai pas bien saisi ta question. Au début, on a présenté la low-tech, Ouais. et vous l'avez présenté comme quelque chose où on voulait faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui, Ouais. avec moins. Et du coup, là, moi, je me demandais, par exemple, est-ce que la low-tech pourrait être applicable à des sociétés aujourd'hui, où on leur dirait, on aimerait transformer vos techniques avec de la low-tech en faisant mieux que ce que vous faites, en utilisant, par exemple, des rendements qui sont meilleurs et tout. Et du coup, on serait dans une optique de chimie verte, par exemple. Ou est-ce qu'on a vraiment cette mentalité derrière la low-tech où on cherche à avoir un modèle de décroissance et on cherche à consommer moins et du coup à rentrer dans quelque chose où justement on pourrait être plus respectueux de la Terre? Alors, l'idée, là je parle à mon nom, hein, la décroissance, de toute façon, on y est. Qu'on le veuille ou non, on y est. C'est en train de se mettre en marche, moins à grande échelle, on le voit plus ou moins, mais c'est en train d'arriver. On n'y échappera pas. Maintenant, si je cerne bien ta question, c'est en gros aller travailler pour une boîte, essayer de la faire changer en lui proposant des possibilités autres pour qu'elle soit plus valeureuse, versus on abandonne cette entreprise parce que dans tous les cas, on n'a pas réellement besoin. Ça dépend de l'utilité, en fait, du besoin. Est-ce que ça a une vraie utilité? Est-ce que c'est un vrai besoin? Est-ce que dans tous les cas, il faut démarrer? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il faut, si tu as des idées ou des choses pour transformer une entreprise sur sa chaîne de production et son fonctionnement pour qu'elle soit plus vertueuse et qu'elle rentre dans une démarche low-tech, eh bien, il faut le faire. Parce qu'il faut vraiment aller dans toutes les strates, toutes les sphères où tu peux aller. Du coup, je ne sais pas si ça répond à ta question. Votre question, c'était est-ce qu'il faut vraiment faire mieux avec moi ou est-ce qu'il faut juste faire moins avec moi? C'était ça. Faut un peu moins avec moi, avec beaucoup moins. Il faut faire moins. Il faut, là, pour répondre cash, il faut faire moins. Il faut faire moins. Voilà. Après, je pense on a eu dernièrement un discours sur la fin de l'abondance. Je ne sais pas s'ils ont bien perçu tous les trucs, en tout cas à différentes échelles. Mais ouais, il faut faire concrètement, il faut faire moins. On a besoin de moins. Il faut repenser nos modes de vie sur des choses plus simples et réapprendre à vivre différemment et mieux. Voilà. Après, soit dans tous les cas, on le fait volontairement, donc c'est-à-dire on planifie cette descente et du coup, elle se fait avec délicatesse, entre guillemets. Soit on ne la planifie pas et ça nous tombe dessus et c'est le bordel, quoi. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux aller dans le faire mieux avec moins pour faire moins et puis après, on verra où on en est, quoi. Déjà. Une autre question? Pour rebondir sur ce que disait Guillaume, d'où l'intérêt des ACV, vous en avez parlé, mais c'est vrai qu'avec Philippe Loubet, il y a tout un travail sur les analyses de cycle de vie qui sont assez indispensables pour mesurer vraiment les impacts. On s'arrête là. Merci. Merci à vous pour votre écoute.